Un milliardaire a placé sa carte de crédit illimitée entre les mains d'une mère célibataire sans abri. Aucune règle, aucune limite, aucune question posée. Il lui a donné exactement 24 heures, puis il est parti. Ce qu'elle a acheté avec cette carte n'était pas de la nourriture. Ce n'était pas des vêtements, ce n'était pas une chambre d'hôtel, ni des bijoux, ni rien qu'il aurait pu prévoir. C'était quelque chose qui a bouleversé tout ce qu'il pensait savoir sur la nature humaine. Quelque chose qui a fait tomber un homme adulte à genoux. Quelque chose qui a prouvé que son propre père lui avait menti pendant 37 ans. Mais avant de vous dire ce qu'elle a acheté, vous devez comprendre qui était vraiment cet homme et pourquoi il était si certain qu'elle le trahirait. Mateo Ramirez avait 37 ans et il avait cessé de croire en la bonté des gens depuis longtemps. Il dirigeait Ramirez Global Industries en tant que président-directeur général et cette entreprise pharmaceutique était valorisée à plus de 11 milliards de dollars. Au cours de sa carrière, il avait vu des gens mentir, manipuler et trahir pour des sommes dérisoires. Son appartement de luxe, au sommet d'une tour, offrait une vue parfaite sur le port de Boston, avec des fenêtres de près de 4 mètres de haut et des œuvres d'art valant des millions de dollars accrochées à des murs, qui, malgré leur apparence, semblaient vides. Il possédait des résidences secondaires dans 3 pays différents. La montre à son poignet valait plus que ce qu'une personne moyenne gagne en 12 mois de travail. Mais malgré toute cette richesse et ce succès, il se réveillait chaque matin avec une sensation d'étouffement, comme s'il lui manquait quelque chose, même s'il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Son père décédé, Roberto Ramirez, lui avait répété la même leçon durant toute son enfance. Seuls les imbéciles accordent leur confiance aussi facilement, mon fils. Les gens qui n'ont rien sont particulièrement dangereux. Si tu leur offres ne serait-ce qu'une petite chance, ils prendront tout ce que tu as et en demanderont encore plus. C'est leur nature, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Quand les gens sont désespérés, ils deviennent tous capables de prendre ce qui ne leur appartient pas. Mateo avait gardé cet enseignement comme une vérité sacrée pendant toute sa vie. Chaque don qu'il faisait à des œuvres de charité était d'abord analysé par une équipe juridique et financière. Chaque acte de générosité était planifié pour maximiser les avantages fiscaux et améliorer son image publique. Jamais de sa vie il n'avait aidé quelqu'un dans le besoin sans condition, jamais sans poser de règles, jamais sans garder le contrôle, jamais sans s'assurer de sa propre sécurité avant tout. Mais ce matin froid de janvier, quelque chose dans son cœur glacé avait commencé à se fissurer. Il était en retard pour une réunion urgente avec son conseil d'administration et traversait rapidement la gare de Back Bay pendant que son assistant tentait de le suivre à quelques pas derrière. Son manteau en laine italienne lui avait coûté 8 000 $. Dans son sac en cuir se trouvaient des contrats d'une valeur totale de 40 millions de dollars. Son téléphone portable vibrait sans arrêt, submergé de messages d'investisseurs, d'avocats et de dirigeants, chacun réclamant son attention. Et puis, il l'a vu. Accroupie contre un mur glacé près de l'entrée des trains de la ligne orange, se tenait une femme d'une 30aine d'années dont la fatigue semblait gravée dans la peau. Une petite fille d'à peine 6 ans dormait recroquevillée sur ses genoux, enveloppée dans un manteau d'occasion bien trop grand pour sa taille. La femme entourait l'enfant de ses bras si fermement qu'on aurait dit qu'elle avait érigé un mur de protection, avec son propre corps et son amour désespéré de mère. À côté d'elle, sur le sol, reposait un morceau de carton aplati. Quelqu'un y avait écrit au marqueur noir, avec une écriture hésitante: « Je suis une mère célibataire. Nous avons perdu notre logement. Tout ce que vous pouvez donner nous aidera. Que Dieu vous bénisse. » Mateo s'est arrêté net. Son assistant a failli lui rentrer dedans. « Monsieur Ramirez, les membres du conseil vous attendent déjà. Nous avons exactement 9 minutes avant. » « Restez ici, » l'interrompit Mateo, d'une voix lointaine, comme s'il était détaché de toutes les urgences qui l'entouraient. Il s'est mis à marcher vers la femme, lentement, le bruit de ses chaussures de luxe résonnant sur les carreaux de la gare, et il ne comprenait pas pourquoi ses pieds continuaient d'avancer.
Alors que tout son esprit rationnel lui disait de passer son chemin. Des sans-abri, il y en avait partout à Boston. Il n'y avait rien d'inhabituel dans cette scène, rien qui la distinguait des autres. C'était simplement une victime de plus d'un système brisé, un système auquel lui-même avait contribué. Et pourtant, quelque chose chez cette femme l'a figé sur place. Quand elle a levé la tête pour le regarder, ses yeux ne jouaient aucun rôle. Il n'y avait ni mise en scène, ni demande préparée. Il n'y voyait qu'un épuisement profond, le genre d'usure qui s'infiltre dans l'âme après des mois à porter un fardeau, que personne ne devrait avoir à supporter seul. L'air glacé de l'hiver avait rendu ses lèvres sèches et gercées. Ses ongles étaient propres mais usés sur les bords. Elle ne se souciait plus de son apparence, mais elle n'avait pas perdu son sens de la dignité. « Je suis désolée », dit-elle aussitôt d'une voix rauque, abîmée par le froid et le silence. « Nous ne dérangeons personne ici. Nous pouvons nous déplacer ailleurs si vous le souhaitez. » Le simple fait qu'elle s'excuse juste d'être là toucha Matteo bien plus profondément que n'importe quelle perte financière qu'il ait connue dans sa carrière. « Puis-je connaître votre nom ?» demanda-t-il en s'agenouillant, même si son esprit protestait à l'idée que son pantalon coûteux touche le sol sale du métro. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise, comme si elle n'avait jamais imaginé qu'un homme aussi bien habillé puisse lui adresser un geste de gentillesse. « Je m'appelle Julia, » répondit-elle d'une voix douce. « Julia Mendez. Et votre petite fille ?» La femme serra aussitôt l'enfant endormi contre elle, sans même y réfléchir. C'était un réflexe protecteur, quelque chose d'instinctif, d'ancien. Elle s'appelle Sofia. Elle a fêté ses 6 ans la semaine dernière. Matteo observa attentivement le visage de Julia. Derrière toute cette fatigue, il décelait des signes d'intelligence. Sa manière précise et réfléchie de s'exprimer montrait qu'elle avait reçu une éducation. Il était clair qu'elle n'avait pas grandi dans la misère. C'était une femme qui avait chuté d'un monde plus stable et qui n'avait jamais pu retrouver l'équilibre. « Depuis combien de temps vivez-vous dans la rue ?» demanda-t-il. Une expression de honte traversa le visage de Julia comme une flamme furtive dans l'obscurité. « Cela fait maintenant 5 mois. Nous vivions chez ma sœur jusqu'en novembre, mais elle a fini par perdre son logement, elle aussi. Nous allons et venons entre cette station et le centre d'hébergement de Mass Avenue, quand ils ont de la place pour nous. 5 mois entiers. Une fillette de 6 ans dormait depuis 5 mois sur les sols durs des stations de métro, alors que des milliers de passants défilaient chaque jour sans jamais s'arrêter. » Son assistante, derrière lui, fit un bruit d'impatience en se raclant la gorge. « Monsieur Ramirez, il faut vraiment qu'on y aille. » Matteo leva la main pour lui faire signe de se taire, sans détacher son regard de Julia. Les paroles de son père tournaient en boucle dans son esprit. « Les gens désespérés prendront jusqu'à ta dernière possession en souriant. » Peut-être que le moment était venu de mettre cette croyance à l'épreuve, de découvrir enfin si son père disait vrai ou si Matteo avait gaspillé 37 années de sa vie à croire un mensonge, qui protégeait son argent mais détruisait lentement quelque chose en lui. Matteo plongea la main dans sa poche et sortit son portefeuille. Les yeux de Julia s'agrandirent un peu et elle pensa sans doute qu'elle allait recevoir quelques billets. Peut-être $20, 50 si la journée lui était favorable. Mais au lieu de cela, Matteo en sortit une carte noire, lisse, au bord en platine. Les chiffres en relief brillaient à la lumière. Il n'y avait aucun plafond de dépenses, aucune règle, aucune limite. C'était un accès total à une fortune que la plupart des humains ne pourraient même pas imaginer. Julia fixe la carte comme s'il venait de sortir une arme. « Je veux que vous preniez ceci » dit Matteo, en tendant la carte entre eux, comme s'il voulait créer un pont entre 2 mondes séparés. « Je ne comprends pas ce qui se passe » répondit Julia, la voix tremblante, en serrant Sofia plus fort contre elle, comme si cette carte pouvait les mettre en danger. « Cette carte vous appartient pour les 24 prochaines heures » expliqua Matteo d'une voix calme, malgré le tumulte dans sa tête. « Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Il n'y a aucune limite. Vous n'aurez à répondre d'aucun choix. Il n'y a aucune condition attachée à cette offre. » Les mains de Julia se mirent à trembler violemment.
Monsieur, c'est sûrement un piège ou une mauvaise blague. Les gens ne donnent pas simplement leur carte à des inconnus, encore moins à quelqu'un comme moi. Il y a quelque chose que je dois comprendre, dit Matteo. Et pour la première fois depuis des années, chaque mot sortit de sa bouche avec une sincérité absolue. Je dois savoir ce qu'une personne qui n'a plus rien choisira de faire, si soudainement elle a accès à tout. Je dois tester ce que mon père m'a toujours affirmé. Je dois savoir s'il avait raison ou s'il s'est trompé sur les gens. Il plaça la carte dans la paume de sa main. Ses doigts étaient glacés, rugueux à cause du froid, et tremblèrent comme des feuilles dans une tempête. « Pourquoi moi ?» demanda Giulia dans un murmure, alors que ses yeux, déjà épuisés par des mois de larmes, se remplissaient à nouveau. Matteo tourna son regard vers Sofia, qui dormait toujours aussi paisiblement malgré le froid, le bruit et l'absence totale de stabilité ou de sécurité dans son monde. Son esprit retourna aux années de son enfance. Il se souvenait des nourrices qui s'occupaient de lui, des écoles privées prestigieuses qu'il avait fréquentées, et des vacances d'hiver passées à skier dans les montagnes suisses. Tout ce dont il avait besoin lui avait été offert avant même qu'il sache le demander. Mais cette petite fille, là devant lui, n'avait rien du tout dans ce monde, à part une mère qui refusait absolument de l'abandonner. « La raison pour laquelle je vous ai choisi, dit Matteo d'une voix calme, c'est parce que je suis fatigué de faire des suppositions sur les gens, parce que je veux croire qu'il reste encore un peu de bonté chez ceux à qui l'on a tout pris. Soit vous me confirmerez que mon père avait raison, soit vous me prouverez qu'il avait tort. Dans les deux cas, j'aurai enfin ma réponse. Je connaîtrai la vérité. » Giulia referma lentement ses doigts autour de la carte, comme on toucherait une flamme pour la première fois, en s'attendant à être brûlé. « Vous avez exactement 24 heures, répéta Matteo en se relevant. Ses genoux étaient endoloris à force d'avoir appuyé sur le carrelage glacé. Vous avez ma permission pour dépenser autant que vous le souhaitez sur ce que vous voulez. La carte ne demande aucun code. Il suffit d'y apposer votre signature. Je reviendrai ici demain matin, à 7 heures précises, au même endroit. » Le visage de son assistante était livide, comme si elle allait être malade. « Monsieur Ramirez, cette situation est extrêmement inhabituelle et irrégulière. Nous devrions au moins établir des règles. Vous avez besoin d'une protection juridique. Il n'y aura aucune règle, » déclara Matteo d'une voix ferme et assurée. Son regard ne quittait pas Giulia. « Il n'y aura pas non plus de protection. La seule chose qu'il y aura, c'est la confiance. » Ce mot avait un goût étrange et inconnu dans sa bouche. La confiance. Il avait passé des décennies à fuir ce concept, comme s'il s'agissait d'une maladie dangereuse. Giulia ouvrit la bouche, tenta de dire quelque chose, mais aucun son n'en sortit. Elle serrait la carte comme on s'accroche à une corde, jetée à une personne sur le point de se noyer. Tout son corps tremblait d'émotion, que Matteo était incapable d'identifier ou de nommer. Alors qu'il tournait les talons pour s'éloigner, la voix de son père revint hanter son esprit, pleine d'alerte et de méfiance. « Elle va vider ton compte en banque. Elle va disparaître dans la nuit et tu ne la reverras jamais. Tu es un idiot, Matteo. Un homme naïf et guidé par ses émotions. » Mais une autre voix, plus douce, plus discrète, lui soufflait autre chose. Et si elle ne faisait rien de tout cela? Matteo ne parvint pas à fermer l'œil de la nuit. Son immense appartement au dernier étage ressemblait à une caverne vide et froide, malgré un chauffage qui coûtait plus cher qu'une voiture. Il se posta devant la fenêtre, regardant les lumières scintillantes de la ville de Boston, en se demandant si, quelque part en bas, Giulia et Sofia ressentaient un peu de chaleur et de réconfort. Pour la première fois depuis des mois, il prit son téléphone et ouvrit l'application bancaire. La carte était directement reliée à son compte personnel. Cela signifiait qu'il pouvait suivre en temps réel chaque transaction effectuée, chaque achat, chaque lieu visité, chaque décision prise. Pendant de longues heures, il ne se passa rien. Minuit sonna, puis passa. 1 heure du matin, puis 2, puis 3. Toujours rien. Pourquoi n'utilisait-elle pas la carte? Était-ce la peur? Pensait-elle à un piège? Ou pire encore, préparait-elle quelque chose de plus vaste? Attendait-elle simplement l'ouverture des magasins? Calculait-elle comment tirer le maximum de chaque dollar? À 6h23, son téléphone vibra.
Une transaction venait d'avoir lieu. Le montant, 37,84 $. L'achat avait été fait dans une pharmacie CVS, ouverte toute la nuit dans le quartier de Downtown Crossing. Le cœur de Matteo accéléra. Il appuya sur l'écran pour obtenir plus de détails, mais l'application ne montrait que le montant dépensé. Aucun détail sur les produits achetés, juste des chiffres. Puis son téléphone vibra à nouveau. Une autre transaction venait d'être effectuée. Cette fois, le montant était de 52,19 $. L'achat avait été effectué dans un magasin Target, dans le quartier de South Bay. Puis une autre notification de transaction arriva, 28,63 $. L'achat avait eu lieu dans un Dunkin' Donuts. Les muscles de sa poitrine se contractèrent, mais ce n'était ni de la colère ni de la frustration. C'était quelque chose de plus rare, de plus inattendu, de l'anticipation, de la curiosité. Elle dépensait bel et bien l'argent de la carte, mais elle le faisait avec précaution et retenue. Elle faisait preuve de beaucoup de modestie dans ses achats. Ses montants n'avaient rien à voir avec les dépenses d'une personne, enivrée par un accès soudain à une richesse illimitée. C'étaient les achats d'une femme extrêmement réfléchie et pratique, malgré une situation désespérée. Lorsque l'horloge indiqua 8h47, Matteo ne parvint plus à attendre. Il prit son téléphone et appela son chauffeur personnel. « Annule tout ce que j'ai de prévu aujourd'hui », ordonna-t-il à son assistante qui l'appela, paniquée, à propos de la réunion du conseil à laquelle il ne s'était pas présenté. « Monsieur Ramirez », dit-elle d'une voix inquiète, « vous avez 4 réunions aujourd'hui qui sont absolument cruciales et les investisseurs sont furieux. » « Je m'en fiche complètement, » répondit Matteo, et il fut surpris de constater à quel point il le pensait sincèrement. « Annule tout, repousse tout à plus tard, trouve une solution, peu importe comment tu t'y prends. » Il s'habilla rapidement, enfila son manteau et demanda à son chauffeur de le conduire en direction de la gare de Back Bay. Mais à 3 pâtés de maison de la destination, il lui demanda de s'arrêter. Il ressentait le besoin de parcourir le reste du chemin à pied. Il avait besoin de sentir l'air hivernal sur sa peau. Il avait besoin de se rappeler ce que cette ville ressentait. Lorsqu'on n'était pas protégé par une bulle de luxe, lorsqu'il arriva enfin à l'entrée de la ligne orange, Julia se trouvait toujours exactement au même endroit que la veille. Mais tout autour d'elle avait changé. Sophia était maintenant éveillée et alerte, assise à côté de sa mère et vêtue d'un manteau d'hiver tout neuf, de couleur violette, avec une capuche bordée de fourrure douce. Ses cheveux avaient été coiffés et attachés proprement, avec une petite pince en forme de papillon. Dans ses bras, elle tenait un éléphant en peluche tout neuf, qu'elle serrait contre sa poitrine comme un trésor inestimable, tout en remplissant les pages d'un nouveau cahier de coloriage. Avec des crayons encore parfumés de leur emballage. Dès que Julia aperçut Matteo s'approcher, elle se leva d'un bond, la carte serrée dans sa main tremblante. « Je comptais vous la rendre », dit-elle précipitamment, une panique naissante dans la voix. « Je vous le promets, j'ai toujours eu l'intention de vous la restituer. Je voulais juste acheter quelques articles essentiels. Seulement le strict nécessaire. Juste ce dont nous avions réellement besoin. Gardez-la, dit Matteo d'un ton apaisant, en levant les 2 mains pour la calmer. Il reste encore de nombreuses heures avant que votre temps ne soit écoulé. La tension dans les épaules de Julia s'échappa et elle sembla s'effondrer de soulagement mêlé d'incrédulité. « Je ne vous comprends pas du tout. » « Nous avons ça en commun, » répondit Matteo. Ses yeux se tournèrent vers Sophia, qui le fixait avec de grands yeux bruns curieux. « Vous lui avez acheté un manteau. Elle avait si froid qu'elle en grelottait, » répondit simplement Julia, comme si ce fait se suffisait à lui-même. Et peut-être que c'était le cas. Peut-être que c'était la seule explication qui comptait vraiment. Matteo s'abaissa doucement à la hauteur de Sophia, prenant soin de ne pas l'effrayer. « C'est un très bel éléphant que tu as là. Tu peux me dire comment elle s'appelle ?» Sophia serra encore plus fort sa peluche contre elle, timide, mais esquissant un petit sourire. « Elle s'appelle Luna, » murmura-t-elle. « Quel joli nom !» dit doucement Matteo, alors qu'un nœud inattendu lui serrait la gorge, sans qu'il sache pourquoi. Il leva les yeux vers Julia. « Quels autres articles avez-vous achetés ?» Julia hésita un instant, puis sortit lentement de sa poche 2 reçus froissés. «
qu'elle tendit comme si elle présentait des preuves, dans un procès qu'elle était certaine de perdre. Matteo lut attentivement le premier reçu, ligne par ligne. Un manteau d'hiver pour enfants, taille 6. Une paire de bottes imperméables pour enfants, un paquet de 3 paires de chaussettes, un paquet de sous-vêtements pour enfants, 7 pièces, une peluche éléphant, plusieurs cahiers de coloriage, une boîte de crayons de couleur, un flacon de multivitamines pour enfants, une boîte de pansements, un tube de pommade antibiotique, un sirop contre le rhume pour enfants. La boule dans sa gorge se resserra encore davantage. Il remarqua que chaque article figurant sur ce reçu avait été acheté pour Sofia. Pas un seul objet n'avait été destiné à Giulia. Le deuxième reçu provenait d'une épicerie. Il y avait inscrit une miche de pain, un pot de beurre de cacahuètes, une boîte de barres de céréales, un sac de pommes fraîches, un paquet de briques de jus, une boîte de crackers, un paquet de fromage en ficelle, un gallon de lait, et tout en bas de ce reçu, quelque chose coupa la respiration de Matteo. Il était écrit « Don au fond pour le refuge pour femmes, $100 ». Sa tête se releva brusquement, et son regard accrocha celui de Giulia avec intensité. « Vous avez fait un don ?» Le visage de Giulia rougit, une expression de gêne envahissant ses traits. « C'était pour le refuge de Mass Avenue », expliqua-t-elle. « Ils nous ont accueillis chaque fois qu'ils le pouvaient, mais ils sont toujours pleins, et ils n'ont jamais assez de ressources pour tout le monde. » J'ai commencé à penser que si, par hasard, j'avais quelque chose de plus, même pour une seule journée, alors peut-être que je pourrais les aider à soutenir quelqu'un d'autre. « Quelqu'un d'autre ?» Matteo répéta ces mots d'une voix à peine audible. « Vous n'avez pas de logement. Vous dormez sur les sols durs des stations de métro depuis 5 mois. Et pourtant, vous choisissez de donner de l'argent pour aider d'autres personnes. Il y a des femmes là-bas avec des nouveau-nés, dit Giulia d'une voix douce, des mères avec des adolescents, des femmes en situation de handicap qui ont besoin de plus de soutien. Certaines vivent des choses bien plus dures que ce que Sofia et moi traversons. Je sais ce que ça fait d'avoir désespérément besoin d'aide et de ne trouver personne vers qui se tourner. Si j'avais la moindre possibilité de redonner, même un peu, même pour un seul jour, alors je savais que je devais le faire. » Matteo continua de fixer les reçus froissés entre ses mains. La voix de son père s'était tue. Elle avait été totalement réduite au silence par ce qui était inscrit sur ce simple papier thermique. Cette femme, qui avait toutes les raisons du monde d'agir égoïstement, aurait été parfaitement justifiée de ne penser qu'à elle et à sa fille. Mais au lieu de cela, elle avait utilisé l'argent d'un milliardaire pour acheter des produits de première nécessité, des médicaments pour son enfant et même faire un don à des inconnus. Elle n'avait acheté ni alcool, ni vêtements de marque, ni bijoux, ni gadgets électroniques, ni rien qui puisse être considéré comme une indulgence personnelle. Tout ce qu'elle avait acheté servait à survivre. Chaque dépense était un acte de bonté pure. Tout avait été fait par amour. « Vous n'avez même pas acheté une seule chose pour vous, » dit Matteo, la voix serrée et tendue. « Pas un seul article. » Giulia secoua lentement la tête. « Sofia passe toujours en premier dans ma vie, elle a toujours été ma priorité. Moi, je peux m'en sortir comme je peux. J'ai réussi à survivre jusqu'ici, mais ma fille mérite mieux que cette vie. Elle mérite de ressentir de la chaleur et du confort. Elle mérite de se sentir en sécurité, protégée. Elle mérite d'avoir la chance d'être simplement une enfant. » Matteo posa de nouveau les yeux sur Sofia, absorbé par son coloriage d'un papillon, concentré et appliqué. Luna, l'éléphant, bien blotti sous son bras. Voilà une enfant qui, à seulement 6 ans, avait appris que le monde pouvait être froid, incertain et instable. Et pourtant, malgré tout cela, elle portait encore un sourire. Elle trouvait encore de la joie à colorier. Elle gardait encore l'espoir dans son cœur. Pour la toute première fois de sa vie, Matteo Ramirez ressentit ce que c'était que de se sentir vraiment petit. Ce n'était pas à cause de sa richesse, il en avait encore, ni à cause de son pouvoir, il était toujours intact. Ce qui le faisait se sentir minuscule, c'était son propre caractère, son sens de l'humanité, sa compréhension de la bonté élémentaire. Cette mère sans abri possédait plus de grâce et de dignité, dans le bout de ses doigts usés, que lui n'en avait développé en 37 ans de vie dans le confort.
Je veux que vous veniez avec moi, dit-il soudainement. Les mots s'échappèrent de sa bouche, avant même qu'il ne les ait pleinement pensés. « Pardon ?» dit Julia, perdue. « Vous deux, vous devez venir avec moi maintenant. S'il vous plaît. » Une lueur de peur passa dans ses yeux. « Où irions-nous » ? « Dans un endroit chaud, répondit Matteo, la voix légèrement brisée. Un endroit sûr, stable. Un lieu où vous pourrez enfin arrêter de fuir et de regarder constamment derrière vous. » Des larmes commencèrent à couler sur les joues de Julia sans s'arrêter. Elle regarda sa fille, puis l'homme agenouillé devant elle, et pour la première fois en 5 longs mois, elle s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, tout le monde n'était pas cruel et sans cœur. Matteo les emmena à l'hôtel Four Seasons, son premier choix, au lieu de les emmener dans son appartement en attique, qui lui semblait trop intrusif et trop difficile à gérer pour elle. Il leur réserva une suite d'angle avec une vue magnifique sur le jardin public en contrebas. La suite comportait 2 chambres séparées, une cuisine entièrement équipée avec tous les appareils nécessaires et de grandes fenêtres laissant entrer une vraie lumière naturelle, bien différente de l'éclairage artificiel et agressif des stations de métro. Julia s'arrêta net dans l'embrasure de la porte, figée, incapable de franchir le seuil de la chambre. « Tout va bien, lui dit doucement Matteo d'une voix rassurante. Cette suite est entièrement à vous, aussi longtemps que vous en aurez besoin. Il n'y a aucune condition, aucune attente. C'est juste un endroit sûr où vous pouvez rester. » Sofia, elle, n'avait aucun doute, aucune hésitation, aucun des blocages qu'impose l'expérience de la vie adulte. Elle courut dans la suite sans la moindre réserve, et ses bottes neuves firent des petits bruits contre le parquet brillant à chacun de ses pas. Elle toucha tout ce qui l'entourait avec émerveillement. Ses doigts glissèrent sur le velours du canapé, le tissu épais des rideaux et le saladier rempli de fruits frais posé sur le plan de travail en marbre de la cuisine. « Maman, viens voir ça !» cria Sofia avec excitation en pointant la salle de bain. « Il y a une baignoire ici, et elle est vraiment, vraiment grande, comme celle qu'on voit dans les films. » Julia réussit enfin à entrer dans la suite, mais elle avançait comme si elle marchait dans un rêve fragile, prêt à se briser à tout moment. Elle posa avec précaution le sac plastique contenant toutes ses affaires, littéralement tout ce qui lui restait de sa vie d'avant. Puis, elle se retourna vers Matteo, les larmes coulant librement sur son visage. « Je ne comprends rien à tout ça, » murmura-t-elle d'une voix brisée. « Pourquoi fais-tu tout ça pour nous? Qu'attends-tu de nous en retour ?» Au cours de sa carrière dans les affaires, Matteo avait entendu cette question plus de fois qu'il ne pouvait les compter. Les gens voulaient toujours savoir quelles étaient ses véritables intentions, quelle stratégie il mettait en place, quel plan secret se cachait derrière ses actions. Mais, en cet instant, en voyant une mère découvrir un lieu sûr pour la première fois depuis des mois, il comprit qu'il n'avait pas de plan du tout. Il avait simplement pris une décision. « Tu m'as aidé à me souvenir de ce que signifie vraiment l'argent, » dit-il doucement. J'avais complètement oublié ce sens, ou peut-être que je ne l'ai jamais vraiment compris. Julia traversa la pièce pour rejoindre Sofia, qui appuyait joyeusement sur les boutons de la télécommande, riant à chaque changement de chaîne. Elle s'agenouilla et entoura sa fille de ses bras, la serrant comme elle n'avait jamais osé le faire. C'était comme si elle avait toujours eu peur de serrer trop fort, de peur que l'espoir fragile se brise entre ses mains. « Ce dont tu as le plus besoin maintenant, c'est de te reposer, » dit Matteo, la voix pleine d'émotion. « Tu devrais commander ce que tu veux au service de chambre. Tu devrais prendre un vrai bain dans cette grande baignoire. Tu devrais dormir dans un vrai lit avec des draps propres ce soir. Je reviendrai demain matin et nous verrons ensemble quelles seront les prochaines étapes. » Julia sembla troublée et un peu effrayée en entendant ces mots. « Que veux-tu dire par prochaines étapes ? » « Je parle de trouver un logement permanent pour toi et Sofia, » expliqua Matteo. « Je parle de t'aider à trouver un emploi. Je parle d'inscrire Sofia dans une école où elle aura sa place. Je parle de mettre en place une couverture santé pour vous deux. Je parle d'organiser une garde d'enfants pour que tu puisses travailler. Je parle de construire une vraie stabilité dans vos vies. »
Il énuméra tout cela comme s'il présentait un plan d'affaires, car c'était ainsi que fonctionnait son esprit. Son cerveau abordait naturellement les défis en les décomposant et en trouvant des solutions logiques et structurées. Rien de ce que je propose n'est temporaire, à moins que vous ne le souhaitiez. Julia le regarda comme s'il venait de parler une langue qu'elle avait autrefois connue, mais qu'elle avait oubliée. « Tu es vraiment sérieux ? Je suis tout à fait sérieux. Mais nous sommes des inconnus pour toi. Nous ne sommes ni spéciales, ni importantes. Nous sommes juste deux personnes ordinaires à qui la malchance est tombée dessus et qui ne savaient plus comment se relever. Tu étais une inconnue, corrigea doucement Matteo. Mais à partir de maintenant, vous êtes des personnes qui comptent pour moi. À partir de maintenant, vous avez de l'importance à mes yeux. À partir de maintenant, vous avez quelqu'un dans votre vie qui ne vous laissera plus jamais tomber. Julia ouvrit la bouche, prête à protester. Elle voulait contester ses paroles. Elle voulait expliquer toutes les raisons pour lesquelles cette situation ne pouvait pas être réelle. Mais au final, c'est la fatigue qui l'emporta. 5 mois de vigilance constante, d'angoisse et de peur. 5 mois à essayer de dormir en gardant toujours un œil ouvert, à l'affût du moindre danger. Tout ce poids s'était effondré sur elle d'un coup. Son corps s'affaissa sur le canapé et elle sembla se replier sur elle-même, comme une personne qui avait porté le ciel tout entier sur ses épaules et qui pouvait enfin transmettre ce fardeau à quelque chose de plus fort. « Je te suis tellement reconnaissante », murmura-t-elle, et ces mots simples portaient en eux tout le poids de 5 mois de souffrance, concentrés en seulement 2 syllabes. Matteo hocha légèrement la tête, la gorge trop serrée pour réussir à prononcer quoi que ce soit. « Repose-toi, Julia, vous êtes en sécurité maintenant, toutes les deux. » En refermant doucement la porte de la suite derrière lui, il entendit les éclats de rire de Sofia résonner dans l'espace qu'il quittait. À cet instant, Matteo Ramirez se rendit compte qu'un sourire était né sur son visage. Ce n'était pas le sourire calculé et soigneusement maîtrisé qu'il utilisait lors des réunions d'affaires avec les investisseurs et les dirigeants. C'était quelque chose de sincère et d'authentique. Quelque chose de profondément humain, une expression que son visage avait presque oublié comment produire. Plus tard ce soir-là, Matteo prit son téléphone et commença à passer des appels. Pas à des avocats, ni à des consultants en relations publiques ou à des conseillers financiers. Il appelait des personnes qui travaillaient réellement pour aider les autres, des assistants sociaux, des spécialistes de l'aide au logement, des experts en insertion professionnelle et des coordinateurs chargés de l'éducation et de l'inscription scolaire. Il utilisa le pouvoir et l'influence de son nom célèbre, non pas pour en tirer un avantage, mais comme une clé pour ouvrir des portes. Les mêmes portes qui s'étaient refermées encore et encore devant Julia pendant des mois. Au lever du jour, il avait réuni de vraies solutions pour elle. Des options concrètes, tangibles, durables sur le long terme. Il retourna à l'hôtel Four Seasons à 9 heures du matin. Il tenait 2 cafés chauds, fraîchement préparés, et un sac en papier rempli de viennoiseries d'une boulangerie qu'il savait que Sofia allait adorer. Lorsque Julia ouvrit la porte de la suite, elle semblait être une autre personne. Son apparence n'avait pas changé. Elle portait toujours les mêmes vêtements usés et délavés, mais sa posture était différente. Elle se tenait plus droite, avec une nouvelle assurance. Ses yeux ne reflétaient plus cette peur constante et accablante. Sofia était assise à la table, en train de dessiner tout en fredonnant doucement une petite chanson sur les papillons. Luna était assise fièrement juste à côté d'elle, comme si elle supervisait toute l'œuvre. « Bonjour », dit Matteo en tendant l'un des cafés à Julia. Elle l'accepta à 2 mains et le porta près de son visage, inspirant la vapeur comme si elle respirait un souvenir lointain qu'elle croyait perdu à jamais. « C'est du vrai café, préparé dans un vrai café », dit-elle doucement. J'avais oublié ce que c'était. Ils s'assirent ensemble à la table pendant que Sofia continuait à colorier, et Matteo se mit à lui expliquer le plan qu'il avait préparé. Il décrivit un appartement avec 2 chambres, situé dans un quartier sûr, à proximité d'écoles réputées. Le loyer serait subventionné au départ, avec une progression claire vers une autonomie complète. Il parla de programmes de formation adaptés à ses compétences actuelles. Il expliqua la couverture santé qui protégerait toutes les deux,
Il lui raconta que Sofia serait inscrite en ce paix dans une école publique bien notée, qui offrait aussi des services avant et après la classe. Giulia écoutait tout cela en silence, complètement stupéfaite, les larmes coulant sur son visage et tombant dans son café devenu froid pendant que Matteo parlait. « Je veux que tu comprennes que ce n'est pas de la charité que je t'offre », précisa Matteo, répétant les mots qu'il s'était répétés toute la nuit. « Ce que je t'offre, c'est un investissement dans ton avenir. Tu es quelqu'un d'intelligent, de capable, qui a montré une force remarquable face à l'adversité. Ce dont tu as besoin, c'est simplement d'une base solide pour pouvoir reconstruire ta vie. Un point d'ancrage pour recommencer à grimper. Je ne sais pas comment je pourrais un jour te rendre tout ça, dit Giulia d'une voix à peine audible. Tu m'as déjà tout rendu, lui répondit Matteo. Tu m'as montré que la bonté véritable existe encore chez certaines personnes aujourd'hui. Tu m'as prouvé que le désespoir ne transforme pas forcément les gens en monstres égoïstes. Tu m'as montré que mon père avait totalement tort sur ce qui compte vraiment dans la vie. Giulia secoua lentement la tête, tandis que les larmes continuaient à couler. Je n'ai fait qu'acheter ce dont Sofia avait besoin. Et c'est justement là tout le point, dit Matteo. Tu as eu accès à une richesse illimitée pendant 24 heures et tu as choisi de donner la priorité à l'amour plutôt qu'à l'avidité. Tu te rends compte à quel point c'est rare? Tu comprends combien de personnes auraient vidé cette carte de crédit uniquement pour elles-mêmes avant de disparaître sans jamais se retourner? Giulia tourna les yeux vers sa fille, qui coloriait très soigneusement l'intérieur des pétales d'une fleur. Le bout de sa petite langue dépassait légèrement alors qu'elle se concentrait. Cette petite fille, c'est tout ce que j'ai au monde. Elle est la seule chose qui compte vraiment pour moi. Tout ce que je fais, chaque décision que je prends, c'est toujours pour elle. « Je le comprends parfaitement maintenant », répondit Matteo d'une voix douce et calme. « Je l'ai vu clairement en regardant ces tickets de caisse. Je l'ai vu dans ce don que tu as fait au refuge. Tu étais en position de tout prendre pour toi et au lieu de ça, tu as choisi de donner aux autres. Ce genre de comportement dépasse la simple bonté. C'est quelque chose de vraiment exceptionnel et extraordinaire. » 3 semaines après ce jour-là, Giulia et Sofia emménagèrent dans leur tout nouvel appartement. Il avait 2 chambres et se trouvait au 3e étage d'un immeuble propre et paisible, avec une petite aire de jeu à l'arrière pour les enfants. L'appartement n'était en rien luxueux. Les plans de travail étaient en stratifié. La moquette était de qualité standard, comme on en trouve dans la plupart des logements en location. Les équipements semblaient tout droit sortis d'un catalogue. Mais rien de cela n'avait d'importance, car cet appartement leur appartenait, à elles seules. Les murs étaient fixes, rien ne pouvait les déplacer ou les modifier. La porte d'entrée avait une serrure intérieure qui fonctionnait réellement. Le chauffage marchait bien et les gardait au chaud. Les fenêtres laissaient entrer une belle lumière naturelle sans laisser passer le froid. Matteo était là pour les aider à s'installer. Il monta des cartons dans les escaliers et passa du temps à assembler des meubles venus d'IKEA. Il éclata de rire lorsque Sofia se mit à diriger toute l'installation, plaçant Luna sur chaque surface plate disponible et déclarant bruyamment que la pièce était désormais officiellement décorée. Elle a des idées très précises sur la manière dont les espaces doivent être organisés, dit Giulia en souriant, en observant sa fille déplacer ses peluches avec l'intensité d'un architecte professionnel. Matteo n'en avait rien à redire. Pour la première fois depuis bien longtemps, il avait la sensation d'être vraiment utile à quelqu'un. Il ne se sentait pas puissant. Il ne se sentait ni influent, ni important. Il ne se sentait pas riche. Il se sentait simplement utile, présent. Il se sentait simplement humain, à nouveau. Plus tard dans la soirée, après que Sofia se fut endormie dans son tout nouveau lit, le tout premier lit dans lequel elle ait jamais dormi, qui ne soit ni un coussin de canapé, ni un sol dur, ni quelque chose prêté par une association, Giulia et Matteo se retrouvèrent ensemble dans le petit salon. L'air entre eux était chargé de fatigue et de gratitude qui n'avaient pas besoin de mots pour être comprises. « Mon programme de formation commence lundi prochain »,
dit Giulia. Je vais apprendre la codification et la facturation médicale. C'est un travail stable, fiable, avec de bons avantages. C'est une vraie voie pour construire une carrière. Tu vas être absolument incroyable, répondit Matteo avec une sincérité absolue dans chaque mot. Giulia promena son regard dans l'appartement, les yeux brillants d'émotion dans la lumière douce de la lampe. Une partie de moi s'attend encore à se réveiller soudainement et à se retrouver à nouveau dans cette station de métro. Une autre partie pense que tout cela n'est qu'un rêve incroyablement réaliste que je fais pendant que mon corps gèle sur le sol en béton. Ce n'est pas un rêve, la rassura Matteo d'une voix ferme. C'est réel et cela t'appartient. Personne ne peut te l'enlever maintenant. Elle se tourna entièrement vers lui et sa voix trembla, brisée sur les bords, alors qu'elle parlait. Pourquoi nous avoir choisis, nous, parmi toutes les personnes que tu aurais pu aider dans ce monde? Parmi toutes les personnes de cette ville qui traversent des moments difficiles, pourquoi moi et Sofia? Matteo s'était posé cette question tous les jours, depuis ce matin glacé à la station de métro. Il avait essayé de l'analyser comme une décision professionnelle, en la décomposant en éléments logiques et clairs. Mais la vraie réponse était à la fois bien plus simple et bien plus complexe que ce que la logique pouvait expliquer. La raison pour laquelle je t'ai choisi, c'est à cause de la façon dont tu regardais ta fille, dit-il doucement. Tu la regardais comme ma propre mère me regardait quand j'étais enfant, avant qu'elle ne meure. Avant que mon père ne devienne froid et amer et ne commence à m'apprendre que faire confiance aux autres était une faiblesse. Tu regardais Sofia comme si rien d'autre dans l'univers n'existait sauf elle. Tu la regardais comme si tu étais prête à brûler tout autour de toi s'il le fallait pour la protéger. Et à ce moment-là, j'ai compris que j'avais passé 37 ans à croire que des personnes comme toi n'existaient plus dans ce monde. Giulia leva la main pour essuyer les larmes de ses yeux. « Tu nous as offert un avenir que nous n'aurions jamais pu atteindre seuls. »« Non, » répondit Matteo d'une voix assurée. « Cet avenir, tu l'avais déjà. Tout ce que j'ai fait, c'est t'aider à dégager le chemin pour que tu puisses y accéder. C'est toi qui as accompli le véritable travail difficile. Tu as survécu alors que la survie semblait impossible. Tu as protégé Sofia à travers tout ça. Tu es resté une bonne personne alors que le monde te donnait toutes les raisons de devenir amer, en colère ou égoïste. Tout cela, c'est toi et toi seul. Moi, je n'ai fait que déplacer quelques obstacles sur ta route. » Un sourire apparut sur le visage de Giulia, même si les larmes continuaient de couler sur ses joues. « Tu es tellement différent de ce que j'imaginais. Le jour où je t'ai vu à la station, avec ton manteau hors de prix et ta mallette de luxe, j'ai cru que tu serais froid et distant. J'ai même pensé que tu pourrais être cruel. Au mieux, je m'attendais à de l'indifférence face à quelqu'un comme moi. Tout ce que tu pensais de moi était en réalité vrai, avoua Matteo sans détour. C'est toi qui as changé tout ça. Toi et Sofia, ensemble, vous m'avez rappelé que la richesse ne vaut rien si elle ne sert pas à créer du sens et de la valeur dans ce monde. » Ils restèrent là, debout, dans un silence qui semblait naturel et apaisant. L'appartement faisait entendre ces petits bruits de fond, des craquements doux, des vibrations légères, comme des murmures de paix et de sécurité. Le souffle régulier de Sofia s'échappait doucement de la chambre. Dehors, le bruit de la circulation se faisait entendre au loin, étouffé par les fenêtres. Le radiateur se mit à cliquer en s'allumant, diffusant une chaleur réconfortante dans tout l'espace. Pour la première fois en 5 longs mois, Giulia paraissait réellement détendue et sereine. Et pour la première fois en 37 ans de vie, Matteo avait le sentiment que sa vie avait enfin un vrai sens. Avec les mois, beaucoup de choses changèrent pour le mieux. Giulia termina son programme de formation et obtint son diplôme avec les honneurs, en tête de sa promotion. Elle décrocha un poste au Boston Medical Center avec tous les avantages et des horaires réguliers. Sofia s'épanouit en classe de ce paix, se fit de nouveaux amis et rapportait sans cesse des dessins pour décorer le frigo, libéré du poids de l'errance qui pesait autrefois sur ses petites épaules. Matteo venait les voir régulièrement, mais pas en tant que bienfaiteur riche surveillant un investissement.
Il venait comme un véritable ami, sincèrement attaché à elle. C'était quelqu'un qui assistait au spectacle de talent de l'école pour voir Sofia chanter une berceuse populaire avec un ton un peu faux, mais une confiance absolue. C'était quelqu'un qui aidait Giulia à gérer les petits problèmes d'entretien de l'appartement, comme ce jour où l'évier de la cuisine s'était mis à fuir. C'était quelqu'un qui apparaissait les jours difficiles sans qu'on ait besoin de l'appeler. Au fil du temps, il découvrit des choses sur lui-même qu'il n'avait jamais connues. Il se rendit compte qu'il aimait cuisiner des repas simples faits maison, bien plus que manger dans des restaurants chics. Il réalisa que le rire d'un enfant lui procurait plus de joie que n'importe quel applaudissement en salle de réunion. Il comprit qu'observer quelqu'un reconstruire lentement sa vie depuis zéro était 1000 fois plus gratifiant que de voir grimper les chiffres de son portefeuille d'actions. Un soir, alors qu'il était assis sur le petit canapé du salon de Giulia et que Sofia lui montrait fièrement son exposé scientifique sur le cycle de vie des papillons, Giulia tendit la main et plaça quelque chose dans la sienne. C'était sa carte bancaire. « Je ne te l'ai jamais rendue », avoua-t-elle, les joues légèrement rouges de gêne. « Je sais que j'aurais dû te la rendre depuis des semaines, mais j'avais peur. J'avais peur qu'en te la rendant, tout ça disparaisse d'un coup. Je croyais que tout cela n'était réel, que parce que je tenais encore ce petit morceau de plastique. » Matteo la regarda avec un sourire chaleureux et referma doucement ses doigts autour de la carte. « Je veux que tu la gardes. Je ne peux pas accepter ça, Matteo. Considère-la comme un fonds d'urgence, expliqua-t-il simplement. Elle est là pour Sofia si elle en a besoin un jour. Elle est là pour toute dépense imprévue. Elle est là pour te donner la tranquillité d'esprit. Tu as déjà prouvé quel genre de personne tu es et ce que tu ferais avec cette carte. Tu m'as montré que je pouvais avoir plus confiance en toi qu'en bien des gens que je connais depuis des décennies. » Giulia baissa les yeux vers la carte dans sa main, puis releva le regard pour croiser les siens. « Tu es vraiment sérieux ? Je suis tout à fait sérieux. » Elle essuya ses yeux avec sa main libre, laissant échapper un petit rire à travers ses larmes. « Tu es sans aucun doute le milliardaire le plus étrange que j'ai jamais rencontré. » « Et exactement combien de milliardaires as-tu rencontré ?» demanda Matteo d'un ton taquin. « Juste toi, admit Giulia avec un sourire, mais je suis assez sûr que tu es l'exception. »« Tant mieux, répondit Matteo. Je détesterais être prévisible comme tous les autres. 2 années entières passèrent. Et un jour, Matteo se retrouva debout derrière un pupitre sur une scène, face à une foule de centaines de personnes. Dans le public, il y avait des investisseurs, des journalistes, des philanthropes et des politiciens, tous venus entendre ce qu'il avait à dire. Il était là pour annoncer quelque chose de complètement nouveau, quelque chose que son défunt père aurait profondément détesté, quelque chose qui l'aurait probablement fait se retourner dans sa tombe s'il avait pu le voir. Matteo lançait la fondation Ramirez pour la stabilité des familles. Cette fondation offrirait un soutien complet aux parents isolés, confrontés au risque d'être sans abri, sans aucune autre solution. Elle proposerait un hébergement d'urgence aux familles en crise. Elle fournirait une formation professionnelle pour aider les parents à trouver un emploi stable. Elle organiserait des services de garde d'enfants pour permettre aux parents de réellement travailler. Elle couvrirait les frais de santé des familles qui n'avaient aucune protection. Elle soutiendrait l'éducation des enfants tombés entre les mailles du filet du système. Et surtout, il n'y aurait aucun formulaire compliqué à remplir, aucun obstacle administratif à franchir, aucune démarche humiliante et dégradante à endurer. Il y aurait simplement une aide offerte avec dignité et respect à ceux que tous les autres systèmes de la société avaient laissé tomber. Et là, au premier rang du public, vêtue d'une simple robe bleue achetée avec l'argent de son propre salaire, se trouvait Giulia Mendes. Elle tenait la main de Sofia tandis qu'elles regardaient ensemble. Elle n'était plus une femme sans abri. Elle n'était plus désespérée ni effrayée. Elle n'était plus invisible aux yeux du monde. Elle était simplement une mère qui avait traversé le feu de l'adversité et qui s'en était sortie, debout, sur un sol solide.
Pendant son discours, Matteo croisa son regard, et elle lui sourit avec une expression qui disait tout ce que les mots ne pourraient jamais exprimer. Son sourire contenait de la gratitude, il contenait de la fierté et de l'amitié. Il portait l'espoir de l'avenir. Son esprit repartit à ce matin glacial de janvier à la station Back Bay. Il se souvenait de cette carte bancaire tendue à une inconnue, comme un genre de test. Il se souvenait des mises en garde sévères de son père, que les personnes désespérées finiraient par le détruire. Mais son père avait eu tort sur tout ce qui comptait vraiment dans la vie. Les gens désespérés n'étaient pas des monstres dangereux, c'étaient des êtres humains comme tous les autres, capables d'un amour extraordinaire, même dans les ténèbres les plus profondes. Dotés d'une force remarquable face à des obstacles insurmontables, et capables d'une générosité bouleversante dès qu'on leur en donnait la moindre occasion. Giulia Mendez lui avait enseigné toutes ses leçons. Elle avait brisé chacune de ses certitudes avec rien de plus qu'un ticket de caisse pour des vêtements d'enfant et un don à un refuge. Elle lui avait brisé le cœur, mais de la plus belle manière qui soit. Après la conférence de presse, des dizaines de journalistes l'encerclèrent et le bombardèrent de questions. Mais Matteo n'avait en tête qu'une chose, retrouver deux personnes bien précises dans cette foule. Il sortit du bâtiment et trouva Giulia et Sofia près de la fontaine décorative. « Tu l'as vraiment fait, » dit Giulia, en laissant couler librement ses larmes. « Tu mets vraiment ce plan en œuvre. Tu vas aider tant de familles qui traversent ce que nous avons vécu. » « C'est ensemble que nous faisons ça, » la corrigea Matteo. « Je veux que tu fasses partie du conseil de la fondation. Je veux que ta voix soit entendue dans chaque décision que nous prendrons. Je veux que ton regard et ton vécu guident notre travail. J'ai besoin de quelqu'un qui sait vraiment ce que vivent ces familles. Quelqu'un qui comprend ce que cela fait de l'intérieur. » Le visage de Giulia se figea complètement stupéfait. « Tu veux que je siège dans un conseil d'administration ?» « Matteo, je n'ai aucune expérience dans ce genre de choses. »« Tu as l'unique expérience qui compte vraiment ici, » l'interrompit-il doucement. « Tu as survécu à ce qui aurait brisé tant de gens. Tu es restée droite et digne malgré tout. Tu sais exactement ce dont ont besoin les familles en difficulté parce que tu as eu besoin de ces choses-là toi-même. Tu es parfaitement faite pour ce rôle. » Sofia tire doucement sur la manche de la veste de Matteo pour attirer son attention. « Monsieur Matteo, ça veut dire qu'il y aura d'autres gens qui auront une maison comme la nôtre ?» Matteo s'agenouilla pour être à sa hauteur. Elle avait 8 ans maintenant et elle s'épanouissait pleinement. Elle n'était plus cette petite fille effrayée qui dormait sur le sol glacé du métro. « Oui, ma chérie, c'est exactement ce que ça veut dire. Beaucoup de familles vont recevoir de l'aide. Et tout cela, c'est grâce à ta maman qui m'a rappelé ce que cela signifie vraiment d'aider quelqu'un. » Un grand sourire illumina le visage de Sofia, puis elle entoura le cou de Matteo, de ses petits bras dans une étreinte forte et chaleureuse. « Tu fais partie de notre famille maintenant. C'est vrai, maman ?» Giulia essuya ses larmes et hocha la tête en souriant. « C'est absolument vrai, mon trésor. Il fait partie de notre famille maintenant. » Matteo sentit quelque chose se fissurer et s'ouvrir profondément en lui, quelque chose qui était resté complètement gelé pendant 30 longues années. Son père avait passé des années à lui enseigner que faire confiance aux autres était un signe de faiblesse, que montrer de la gentillesse était naïf et stupide, qu'un jour, les pauvres finiraient par le trahir et le détruire. Mais Giulia était entrée dans sa vie et lui avait appris tout l'inverse. Elle lui avait appris quelque chose de véritable. Elle lui avait montré que la richesse sans compassion n'est rien de plus qu'une suite de chiffres sans âme sur un écran. Elle lui montra que le pouvoir, s'il n'est pas guidé par un vrai but, n'est qu'un bruit vide qui n'accomplit rien de précieux. Elle l'aida à comprendre que la chose la plus précieuse qu'un être humain puisse posséder, ce n'est pas l'argent ni la richesse matérielle. La chose la plus précieuse, c'est la capacité de regarder quelqu'un dans les yeux et de lui dire 3 choses simples. « Je te vois en tant que personne. Tu comptes dans ce monde. Je vais t'aider à te relever. » Ce jour-là, alors qu'ils marchaient ensemble dans les rues de Boston, un groupe improbable s'était formé.
Un milliardaire qui avait passé sa vie à courir après les mauvaises choses. Une mère célibataire qui avait tout perdu, sauf sa dignité et son amour. Et une petite fille qui serrait fort contre elle un éléphant en peluche usé, devenu son bien le plus précieux. À cet instant, Matteo prit conscience de ce qu'il avait réellement cherché pendant toute son existence. Ce n'était pas plus d'argent, il en avait déjà plus qu'il ne pourrait jamais dépenser. Ce n'était pas plus de pouvoir ou d'influence. Il dirigeait déjà un empire gigantesque. Ce n'était pas un plus grand contrôle sur les gens ou les circonstances. Ce qu'il cherchait depuis toujours, c'était simplement du sens dans sa vie de tous les jours. Il cherchait un but réel, une raison de se lever le matin. Il cherchait la certitude que sa présence sur cette terre rendait réellement la vie de quelqu'un meilleur, de façon concrète. Et Giulia lui avait offert exactement ce cadeau. Elle avait ouvert son cœur en grand, rien qu'avec sa gentillesse, sa volonté de survivre et sa capacité infinie à aimer. Et Matteo savait qu'il passerait chaque jour qu'il lui restait à vivre dans la gratitude pour ce matin glacial de janvier. Il était reconnaissant d'avoir choisi de s'arrêter alors que tout dans sa routine lui disait de continuer à marcher. Il était reconnaissant d'avoir osé regarder la pauvreté en face et d'y avoir trouvé une humanité authentique qui lui faisait face. Le test qu'il avait initialement imaginé pour évaluer Giulia s'était en réalité transformé en autre chose. C'était un test de son propre caractère depuis le début. Et contre toute attente, il avait finalement réussi à passer ce test. Merci infiniment d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. Prenez juste quelques secondes maintenant pour vous abonner à cette chaîne et cliquez sur le bouton « J'aime » juste en dessous. Partagez cette histoire avec les personnes que vous aimez autour de vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous aime tous.